Bienvenue dans French Baratin avec Cécile, Sibylle et Raphaël. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Vous cherchiez du contenu en français sur YouTube. Vous avez regardé une vidéo amusante qui parlait des clichés sur les Français. Et là, c'est l'avalanche. On ne vous propose plus que ça. Top 10 des clichés sur les Français. 5 clichés sur la France. Ou encore, clichés sur les Français, vrai ou faux ? À voir tout ça, on l'a compris, des clichés sur les Français, il y en a beaucoup. Mais d'où viennent-ils ? Quels sont-ils ? Et quelles sont leurs conséquences ? C'est le sujet du jour dans French Baratin. Alors, on va commencer par notre petit quiz habituel. Je vais vous poser 4 questions. Alors, première question. Comment distingue-t-on les préjugés, les clichés et les stéréotypes ? Très bonne question. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal de cadrer déjà ça, parce que histoire qu'on sache de quoi on parle. Ouais, parce que en plus, je les aurais mis comme synonymes. Oui, moi aussi. En tout cas, cliché, stéréotype, pour moi, c'est assez synonyme. Peut-être qu'un cliché, c'est encore plus petit. Ce serait juste une seule idée, alors qu'un stéréotype, ça peut être plus complet avec plusieurs éléments. Tu as le stéréotype du français qui est, je sais pas, par exemple, râleur. Tu spoil. Pardon, oui. Non, On aurait le cliché du français qui aurait 5 caractéristiques, alors qu'un cliché, c'est une seule de ces caractéristiques, voilà. Et ensuite, tu as dit quoi ? Préjugé. Préjugé. Alors là, un préjugé, c'est un peu autre chose, parce que je pense que le préjugé, on y croit vraiment, alors que le cliché, on sait que c'est un cliché, peut-être. Et avoir des préjugés sur un groupe de personnes, c'est vraiment qu'on pense ça avant de les rencontrer, parce que dans préjugé, l'étymologie, c'est plus loin juger, donc c'est le jugement qu'on se forme avant de connaître. Donc ce serait une sorte d'idée reçue qu'on a avant de se plonger dans le sujet, mais qu'on a réellement, alors que peut-être, voilà, le cliché, on sait bien que c'est un petit peu faux. Ouais, t'es pas loin, effectivement, il y a des éléments. Et toi, Cécile, t'as des choses à rajouter ? Non, mais justement sur le côté étymologique, je trouvais que c'était hyper pertinent. Mais naturellement, je m'étais dit, tiens, est-ce que les clichés n'entretiennent pas les préjugés ? Mais du coup, ce serait la conséquence. Mais du coup, par rapport au mot préjugé, ça marche moins bien. Donc, je ne sais pas. Vous avez toutes les deux des éléments de réponse. Moi, la distinction que j'ai trouvée, c'est qu'un stéréotype serait une image préconçue. Donc, une représentation qui est basée sur une croyance, qui est partagée sur des attributs physiques, moraux, comportementaux, qui caractérisent donc un groupe d'individus ou des personnes. Et le préjugé, c'est plutôt une opinion qu'une image. Et il se fait, comme tu disais, Sibylle, sans connaissance réelle du sujet, effectivement, et il est souvent construit, en fait, sur la base des stéréotypes. On a l'image, et après, on a cette image, et donc on forme son jugement à partir de ce stéréotype. Et après, j'ai aussi vu, en ce qui concerne le cliché, en fait, j'ai vu une vidéo sur YouTube où ils interviewaient une anthropologue française qui s'appelle Françoise Héritier. On lui parlait justement des clichés et elle disait qu'elle n'aimait pas trop parler de clichés. En tout cas, elle disait que pour elle, je cite, un cliché est l'écume des choses, c'est-à-dire ce qui transparaît dans le langage et les comportements ordinaires. Et qu'en dessous, il y a en gros les stéréotypes. Donc les clichés, c'est finalement la surface, quoi. Il y a la surface, il y a les stéréotypes sur lesquels les clichés sont basés, entre guillemets. À côté de ça, il y a les préjugés qui vont être justement les jugements qu'on porte sur les stéréotypes. D'accord. C'est super joli le mot écume. Ouais, j'ai trouvé ça trop mignon, c'est pour ça que, que j'ai voulu le citer. J'ai trouvé ça joli aussi. Ouais. Alors, ensuite, deuxième question. Qu'est-ce que la menace du stéréotype ? Est-ce que vous savez ce que c'est la menace du stéréotype ? Non, mais ça fait peur. La menace du stéréotype ? Ouais. Non, vas-y. Ok. Donc en fait, la menace du stéréotype, c'est quand les personnes sont conscientes du cliché négatif que d'autres peuvent avoir sur elles, à l'encontre de leur groupe. Oui. Et du coup, ont peur de le confirmer. Et ça va entraîner une baisse de leur performance. Par exemple, l'idée que les filles seraient moins bonnes en maths, par exemple, si ce cliché
Elle le rencontre souvent, après, certaines vont effectivement avoir peur d'être moins bonnes en maths et vont potentiellement avoir des moins bonnes performances à l'école au moment d'un test ou d'un examen. Oui, c'est intéressant. C'est un peu lié à la question de l'étiquetage. J'avais lu que en psychologie, quand on étiquette entre guillemets quelqu'un avec une qualité, c'est-à-dire qu'on lui attribue une qualité ou un défaut, il va avoir tendance inconsciemment à s'y conformer. Et donc c'est pour ça que ça marche mieux. Par exemple, pour que des enfants jettent bien leurs déchets à la poubelle, de leur dire bon, il faut jeter les déchets à la poubelle, mais on vous le dit, mais on sait que vous le faites parce que vous êtes une classe très propre, donc on s'inquiète pas. Alors que si vous leur dites oh, vraiment, vous êtes sale et on veut que vous jetiez les déchets à la poubelle, on en a marre, et ben ils vont retenir qu'ils sont sales et ils vont pas le faire. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Et ce que tu dis sur la menace du préjugé, ça rejoint ça. Sauf qu'en plus, il y a la dimension consciente d'être stressé par le cliché. Ouais. Du cliché que les autres ont sur toi. Ouais. Ok, super. Alors, maintenant, on va passer à des choses plus légères, entre guillemets. Donc, à votre avis, d'où vient le fameux béret qu'on voit sur tous les dessins caricaturaux des petits Français avec son béret, sa petite marinière, sa baguette, sa bouteille de vin? D'où est-ce que vient, non pas le cliché, mais l'objet en lui-même, le chapeau? Cécile, est-ce que tu as une idée? Non, mais en plus, hier, j'ai regardé une vidéo sur les clichés, parce que je voulais savoir si je loupais pas des clichés sur les Français. Et on a parlé, ils ont parlé du béret, mais je crois pas qu'ils aient donné l'origine de ce béret, donc non, je ne sais pas. Oui, moi, il me semble que le béret, ça vient du Pays basque, parce qu'on dit souvent le béret basque, mais c'est tout ce que je sais. Ok, tu y es à peu près. En fait, effectivement, le béret, il vient du sud-ouest de la France, mais plus spécifiquement du Béarn, en fait, qui est une petite région historique dans le nord-ouest des Pyrénées. Le Pays basque, c'est dans le même coin. Et les premières traces du béret, on sait qu'il existait déjà au Moyen-Âge, en fait. On l'a vu dans les sculptures et des choses comme ça. Il était porté par les bergers béarnais. D'accord. Parce qu'il protégeait bien contre la pluie et le froid. Contre la pluie? Contre la pluie, ouais, c'était en laine tricotée et ensuite en feutre. Oui. Puis comme c'est un peu large, comme ça que ça dépasse de la tête, ça fait un beau chapeau. Et donc ensuite, le béret, il s'est répandu au cours du XVIIe siècle et plus tard. Et après, il était aussi porté par les artistes, notamment les peintres, quand ils faisaient de la peinture en extérieur. Et après, il est devenu aussi un accessoire de mode au XXe siècle plutôt. Du coup, il a été popularisé par le cinéma. Et d'autre part, il a été adopté dans de nombreuses armées dans le monde aussi. Il y a plein de types de troupes de militaires qui portent le béret. Et pendant la guerre en France, il est devenu aussi un symbole de la résistance d'un côté, mais il a aussi été porté par la milice française. Donc c'est un peu particulier, il a été récupéré par les deux bords et est devenu un symbole des deux. Voilà. Sachant que la milice était une armée créée pour collaborer avec les nazis, en gros. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est marrant, c'est qu'hier, je regardais un film qui se passait à New York, dans le quartier de Harlem, et il y avait une des personnages qui avait un béret. Je me suis dit, c'est trop drôle, je suis en train de regarder un film américain, et en fait, il y a un béret. Et du coup, ça m'a été exporté dans le monde, peut-être. Bah ouais. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on le porte pas tant que ça. Et par contre, ça m'a vraiment marqué. La dernière fois qu'on est passé dans le 18e arrondissement en bas de Montmartre, donc un quartier très 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 touristique, il y a une rue où ils vendent que des trucs touristiques avec des tote bags bleu, blanc, rouge, etc. Et là, c'est blindé de bérets. Il y a vraiment des bérets dans toutes les boutiques. Et donc, autour de Montmartre, il y a plein de touristes étrangers qui se promènent en béret. Beaucoup plus que des Français. Parce que c'est pas si souvent que ça, en fait, qu'on a des bérets. Enfin, on en reparlera après, mais... Oui. Ok, super. Et donc, dernière question. À votre avis, d'où vient la marinière, qui est l'autre accessoire de mode, l'autre vêtement qu'on voit sur les mêmes dessins? Du monde marin? Ouais, pas loin, tout à fait. Oui, pour moi, c'est breton, mais je sais pas pourquoi. Ouais. Après, ça ressemble au drapeau breton. Ouais, c'est vrai, c'est marrant. Ouais. Est-ce que c'est la marinière qui a influencé le drapeau breton ou est-ce que c'est le drapeau breton qui a influencé la marinière? Ou rien à voir. Rien à voir. Mais là-bas, il voit beaucoup de lignes.
C'est vrai. C'est à force de regarder l'horizon, ils voient la mer, à l'horizon, ça fait une ligne, ils se sont dit, c'est joli ça, on va mettre des lignes. Voilà. Ok, effectivement, la marinière a d'abord été portée par les marins bretons et les normands. Ah, normand aussi? Je savais pas. Aussi, apparemment. D'après la légende, il permettrait de mieux repérer les hommes tombés à la mer. Ah, d'accord. Le fait que ce soit blanc, en fait, permet qu'ils se distinguent un petit peu du fond. J'aurais pas choisi ça comme couleur pour distinguer dans l'eau, parce que quand il y a souvent du bleu... ça me paraît légèrement louche aussi, parce que entre la mer qui est bleue et l'écume qui est blanche sur les vagues, ça me paraît un peu foireux. Mais moi, du orange marcherait mieux, du jaune d'ailleurs, c'est ce qu'ils portent maintenant, plus. Oui, mais ça, il y avait peut-être pas en rayon. Le orange flashy. Ah oui, peut-être, oui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que apparemment la première marine militaire qui a adopté la marinière comme vêtement, ça a été la marine tsariste, donc la marine russe au 19e siècle. Et ensuite, ça a été récupéré plus tard par les Français, les Britanniques et d'autres marines du monde comme vêtement pour les marins. Voilà. Ok. J'aime bien les marinières. Oui, c'est joli. Oui, et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que les marinières pour les marins, c'est codifié en fait. Il y a vraiment un nombre spécifique de bandes, de bandes bleues, et l'espacement entre les bandes est spécifique et la largeur des bandes est spécifique. Enfin, tout est codifié, la couleur est spécifique. Enfin, il y a une réglementation, quoi. Est-ce que la vraie marinière, c'est blanc avec des lignes bleues ou c'est bleu avec des lignes blanches? C'est blanc avec des lignes bleues. C'est blanc avec des lignes bleues, ouais. C'est-à-dire que les bandes blanches sont plus grosses que les bandes bleues, ouais. Oui, parce que aujourd'hui, moi, les marinières que j'ai, elles sont bleues avec des lignes blanches. Intéressant, en tout cas. Eh bien, je propose qu'on passe à nos expériences. Je vais vous demander si vous avez été déjà confronté à des clichés lors d'interactions avec des étrangers. Si oui, lesquels? Quelle a été votre réaction? On va déjà commencer par ça et après j'aurai une autre question. D'accord. Eh bien moi, j'ai été confrontée à des clichés sur les Français et pas que, vous allez voir, quand j'étais en Italie. Donc le premier cliché, alors il faut savoir que vous ne me voyez pas quand vous écoutez ce podcast, mais j'ai des taches de rousseur. Ce qui existe en France, mais n'est pas forcément typique de la France. Et donc, un jour, je me promenais à Bologne, en Italie, où je passais une année en échange universitaire Erasmus. Et là, il y a un monsieur d'une 60aine d'années, je crois, qui m'a arrêtée dans la rue et qui m'a demandé si j'étais anglaise. Et donc, je lui ai dit non. Et en deuxième, il m'a dit française. Et là, j'ai dit oui. Et donc, quelle a été ma réaction? J'ai trouvé ça drôle qu'il ait en tout cas repéré que je n'étais pas italienne sans que j'ouvre la bouche, hein, vraiment juste en me voyant, qu'il pense d'abord que j'étais anglaise puis française. Et en fait, le débouché de tout ça, la raison pour laquelle il m'avait arrêté dans la rue, c'est qu'il cherchait à faire des cours de conversation en anglais ou en français, justement. Et donc, finalement, ce monsieur est devenu mon élève. Par la suite, on a fait des cours de conversation une fois par semaine dans un bar. Oui. Ah ouais? Oui. On aurait pu croire comme ça que c'était quelqu'un d'ennuyeux qui voulait m'embêter, mais ça, en Italie, ça m'est pas trop arrivé. Et non, c'était vraiment quelqu'un qui voulait prendre des cours, soit d'anglais, soit de français, et qui effectivement parlait déjà assez bien français. Et voilà. Donc, le résultat de ce cliché, c'est que j'ai gagné un élève, alors que je cherchais pas à donner des cours de français. Hein. Moi, j'étais pas prof de français langue étrangère, mais il voulait faire de la conversation, et puis moi, ça m'a fait un petit revenu en plus chaque semaine. Donc, c'était très bien. Et le deuxième cliché auquel j'ai été confrontée en Italie, alors c'est un ami à moi, donc il me connaissait bien. On était un petit groupe d'amis, j'avais cet ami italien et une amie allemande. Et en fait, cet ami italien essayait de nous faire un compliment qu'il a très mal tourné, en nous expliquant qu'en gros, les Françaises et les Allemandes avaient un style vestimentaire moins sophistiqué que les Italiennes, donc peut-être moins travaillé, on se maquillait pas, on passait moins de temps certainement à s'habiller que ce qu'il pensait que les Italiennes faisaient. Et donc, il nous a dit qu'en fait, on était un peu comme des paysannes. Mais pour lui, c'était positif. Bucolique. Voilà. Et donc, en fait, après, on en a beaucoup ri, là aussi, avec mon amie allemande. On se disait tout le temps, on est les paysannes, voilà. Donc, c'était un cliché plutôt mignon, même si j'aurais pu le prendre mal si c'était pas mon ami qui me l'avait dit. Ok. Et toi, Raphaël?
Eh bien moi, oui, j'ai été confronté à des clichés. Alors en fait, la première fois, et là où ça a été le plus intense, on va dire, c'était quand j'ai vécu en Autriche. Je suis franco-allemand, donc je suis aussi allemand. Et en fait, j'allais là-bas au lycée français de Vienne, mais il y avait beaucoup d'Autrichiens qui fréquentaient ce lycée. Et j'ai été immédiatement identifié comme allemand parce que je parlais allemand, contrairement aux autres Français qui étaient là. Je parlais mieux allemand, je parlais normalement allemand, on va dire, entre guillemets. Et en fait, entre l'Allemagne et l'Autriche, les rapports sont un petit peu complexes, on va dire. Et les Autrichiens ont beaucoup de préjugés, on va dire, sur les Allemands. Et voilà, et donc j'ai fait l'objet de pas mal de remarques. Et il y a aussi il y a un mot, un terme péjoratif autrichien pour qualifier les Allemands. Le mot c'est Piefke. Donc les Autrichiens, voilà, ils disent Piefke. Et voilà, moi je trouvais ça vraiment assez péjoratif. Je trouve que le son même du mot est très péjoratif. Il y a un côté un peu insultant. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire allemand. Ah, ok, d'accord. C'est comme les Boches, en fait. Ouais, comme les Boches, un peu, voilà, ouais. Qui est une façon négative, très négative de parler des Allemands. Ouais. Associée à la Seconde Guerre mondiale, là aussi on disait c'est les Boches, pour dire c'est les Allemands. La première aussi, non? La première, oui, sûrement. Bah, à chaque fois que les Allemands étaient nos ennemis, on les traitait de Boches. Exactement. Et en fait, pareil pour les Piefke, apparemment, c'était d'ailleurs plus ancien, c'était le 19e siècle, les guerres entre l'Autriche et la Prusse. Oui. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'était que les Bavarois aussi, j'utilise pas le terme Piefke, mais en un autre pour désigner les Allemands du Nord et les Prussiens un peu en particulier. Et maintenant que la Prusse n'existe plus, que c'est l'Allemagne, etc., bah maintenant le terme Piefke en Autriche a été étendu à toute l'Allemagne, mais plus particulièrement aux Allemands du Nord, aux Berlinois, à tout ce qui était encore la Prusse avant, et moins aux Bavarois, parce que la Bavière est quand même un peu plus proche de l'Autriche. Ah oui. Voilà. Et t'as pas pensé à te faire passer pour un Bavarois quand t'étais là-bas? J'ai pas pensé tout de suite, et après c'était trop tard. Mais après j'ai quand même adopté l'accent autrichien en parlant allemand, mais ça n'a pas suffi. C'était trop tard, c'était un Piefke. C'était foutu. Donc oui, je l'ai relativement mal vécu. La deuxième fois, par contre, c'était un ami anglais que j'ai rencontré dans un groupe d'amis internationaux. Et il me faisait toujours la blague, ça vient de Tom and Jerry, le dessin animé, où il y a toujours la souris. Enfin, il y a un film en fait qui s'appelle Toucher Pussycat, ou juste Toucher, je crois. Et en fait, où tu vois la petite souris qui se bat avec une épée en tenue de mousquetaire contre le chat, et qui, à chaque fois qu'elle le touche, elle dit Toucher Pussycat. Et donc, c'était devenu un petit peu la blague après avec lui, voilà, quand on se voyait. Parce que c'est en français toucher, quoi. Voilà, toucher. Et en anglais, ils le disent aussi relativement. Ça existe en fait de dire oh, toucher quand t'as fait une. Beaucoup plus que nous d'ailleurs. Nous, on l'utilise pas trop. Oui, complètement. Nous, on l'utilise pas du tout. Même. C'est juste au toucher coulé. Enfin, on l'utilise que dans les jeux de société. Oui, c'est vrai, oui. Comment ça s'appelle? La bataille navale. La bataille navale, oui. Ça nous permet de comprendre, mais effectivement, non, on l'utilise pas. Ouais. Toucher. Et donc voilà. Donc ça c'était du coup plutôt marrant, quoi. Mais pourquoi du coup? Enfin, pourquoi un cliché? Bah, pour moi, c'est un cliché. Bah, ça vient de Tom and Jerry, avec les mousquetaires. Ok, d'accord, ok. Les mousquetaires, c'est forcément un truc de français. C'est que j'ai pas la ref. Ouais. Et toi, Cécile, alors? J'ai le souvenir d'un cliché, du coup, aussi en Italie, où en fait, j'ai travaillé pendant 1 mois avec des Italiens dans une sorte de camp pour ados, de camp sportif pour ados. Et du coup, tout le personnel était logé sur place. Et je me suis retrouvée du coup avec une Italienne dans ma chambre. Et tout de suite, elle m'a fait comprendre que, en gros, les Français étaient snobs. Et alors, je sais plus, est-ce que ça fait quelques années? Je sais plus si, en gros, elle me l'a dit à la fin et en me disant, du coup, je suis rassurée parce qu'au final, tu n'as pas confirmé ce cliché, ou si elle me l'a dit tout de suite au début. Et du coup, j'avais la menace du cliché et la mission de faire en sorte qu'elle se rende compte que ce n'est pas le cas. Mais du coup, c'était marrant en fait parce que c'était la première fois. Pourtant, j'avais vécu pas mal de temps à l'étranger. J'avais jamais eu vraiment en fait les gens étaient hyper
Enfin, le côté français, gênait pas, j'avais pas cette impression-là. En tout cas, ça amenait pas des sentiments désagréables. Et là, vraiment, j'ai senti que ça l'a... Et comme, du coup, c'était dans l'univers du sport, c'était une coach en volleyball, quelqu'un de... Pas du tout dans le snobisme, justement, quelqu'un de très simple. Et du coup, on sentait le stress... J'étais peut-être plus girly qu'elle, on va dire, dans le look. Et du coup, elle a dû se dire, mince, est-ce qu'elle va être snob? Enfin, voilà. Et ça m'a heurtée parce que je me suis dit, mince, en fait, sans même nous connaître, tout de suite, on véhicule quelque chose. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Ok, cool. Et du coup, la deuxième question, de manière générale, quels sont les clichés qui vous gênent le plus et ceux que vous pensez être fondés, au contraire? Pas forcément au contraire. Pas forcément au contraire, d'ailleurs. Oui, justement, moi, j'allais dire que peut-être les plus gênants étaient ceux qui pouvaient être fondés, mais pas chez tout le monde. Et donc, qui risquaient d'être confirmés par certains et peser ensuite sur le reste de la population. Là, je pensais à un exemple. Ça rejoint ce que tu viens de dire, Cécile, que les Français seraient snobs, prétentieux, se croient meilleurs que les autres. Et une fois, on partait en vacances avec Raphaël en avion, et il y avait un Français qui essayait de mettre sa valise, je crois, dans le coffre au-dessus des sièges. Il y a une hôtesse de l'air qui a essayé de l'aider. Elle n'a pas réussi, je crois, à mettre la valise et elle lui a dit qu'il devrait mettre sa valise ailleurs. Et finalement, lui a réussi en poussant un peu plus à mettre sa valise. Et là, au lieu de juste fermer le coffre et c'est fini, il a commencé à dire oui, nous les Français, on est meilleurs. Genre voilà, et à dire popo, les Français. Voilà, parce qu'en fait, l'hôtesse de l'air n'était pas française. Et donc, c'était l'air de dire, moi, je suis meilleure parce que moi, en tant que Français, j'arrive à fermer un coffre où j'ai mis mon bagage. Ok. C'est pas vrai. Ouais. Finesse, mais aussi, ces gens-là, ils nous aident pas. Bah non. Voilà. Et donc, ils existent. Et moi, nous, on était mal avec Raphaël, tu vois, on voit ça. Ah ouais, j'étais choquée, quoi. On était choc-barre pour reprendre le mot que nous avons tous appris. Petite référence à l'épisode « Est-ce qu'on parle tous le même français ?» où on a appris que choc-barre était une façon de dire choqué chez les jeunes. Et on essaye d'être jeune. Voilà. Et toi, Raphaël, alors, puisque tu as vécu la même expérience que moi dans cet avion, est-ce qu'il y avait autre chose? Oui, effectivement, j'étais bien choqué, effectivement. Moi, cliché que je trouve le plus agaçant, c'est celui selon lequel les Français seraient fainéants. Ah ouais, merci. Parce que franchement, c'est pas mérité, je trouve. Voilà. Ouais, on en reparlera. C'est tout. On en reparlera, ouais, parce que punaise, le taux de burn-out, c'est pas possible. Exactement. On vous invite à écouter notre épisode à ce sujet. Ouais. Non, franchement, c'est injuste, en fait, comme cliché. Et par contre, ce que je trouve plus fondé, déjà, c'est le côté peut-être un peu... évidemment, sur les clichés sur la gastronomie, parce que franchement... On aime manger. On mange bien dans ce pays, il n'y a rien à dire. On prend le temps de manger. On prend le temps de manger, c'est vraiment un art de vivre aussi. Et puis sinon, sur un plan plus humoristique, presque, c'est le côté un peu râleur et rebelle des Français. C'est quand même un peu mérité. Ça t'aime bien. Ouais, je trouve ça c'est un peu fondé, oui. Quoi. Oui. Ça dépend. Si. Enfin, si. Si. Quel est ton avis, Cécile? En fait, justement, moi, j'allais dire feignant, mais du coup, t'as été plus rapide que moi. Ah, désolé. Mais un des clichés qui me gêne le plus, c'est le fait qu'on soit râleur. Alors, je dis pas que c'est pas fondé, mais on râle pas. On veut améliorer les choses. Et du coup, pour améliorer les choses, je pense qu'il faut exprimer son mécontentement pour avoir une base sur laquelle démarrer quelque chose. Voilà. C'est quelque chose. T'as raison. Ouais, et parce que ça m'énerve. Souvent, on dit les Français sont ingrats sur leur situation aussi par rapport à d'autres pays. On en a parlé dans le dernier épisode sur les associations. Ouais. Et c'est juste qu'on a aussi un référentiel et on veut... J'ai l'impression qu'on veut se battre pour que les choses se passent bien. Et du coup, forcément, si on prend un référentiel de certains autres pays qui sont effectivement bien moins lotis que nous, forcément, on n'a pas à se plaindre. Mais donc on râle. Ouais, mais on râle, mais c'est pas l'intention est pas de râler, l'intention. En fait, je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau où effectivement, voilà, c'est ça. Effectivement, on râle, on s'exprime quand les choses
ne nous conviennent pas, on va le dire haut et fort, mais parfois on va le dire juste comme exutoire pour dire voilà, on n'est pas d'accord, mais pas aller plus loin. Et il y a d'autres choses sur lesquelles, des choses généralement, je pense, plus importantes, où il y a vraiment une cause ou des choses à améliorer, où là, il y a plus, pour moi, ce que j'appellerais plutôt le côté plus rebelle ou slash révolutionnaire, un petit peu le côté, on va faire la grève, on va bloquer des ronds-points pendant 3 mois, enfin, ce genre de choses, quoi. Ouais. Mais on fait pas ça pour le plaisir de... Parce que quand on fait grève, on n'est pas payé, on se pèle les miches, enfin... Tout à fait, tout à fait. Non, tout à fait. Enfin, il y a la solidarité qui est derrière aussi, que je trouve vraiment importante. Enfin, c'est une valeur que je trouve chouette. Mais oui, on râle, mais c'est positif. C'est drôle parce que t'as dit on se pèle les miches. Oui, pardon. C'est familier. Non, mais du coup, je vais pouvoir expliquer. Ouais. On se pèle les miches, ça veut dire, en gros, on a froid. Parce que les miches, c'est les fesses. Et se peler, c'est avoir froid. Et ça me fait penser à un autre cliché auquel j'étais confrontée. Quand j'étais en vacances en Thaïlande, je suis allée au Cambodge aussi, et à la frontière entre les deux pays, il y a un agent qui m'a dit « Ah, française! Ah, il fait froid là-bas !» Ah, trop drôle. Ah ouais. Donc, je trouvais ça marrant comme cliché, parce que moi, j'avais envie de lui dire « il fait chaud ici, par contre. » Donc, je trouvais ça marrant, parce qu'on a quand même un été aussi en France, il peut faire bien chaud. Peut-être qu'il est venu une fois... une saison, il faisait froid. Oui, ok, voilà, on lui a dit ça, donc je trouvais ça amusant. En tout cas, j'aimerais bien qu'il fasse froid, parce que moi, j'aime pas avoir chaud. Ouais. Et sur un cliché fondé, je pense, alors ça va peut-être aussi avec la gastronomie, mais je crois qu'il y a une certaine fierté culturelle quand même qui est assez importante chez les Français. Ça, oui. Mais bon, voilà, c'est pas forcément négatif tant qu'on est ouvert aux autres cultures, justement. Et ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. Ouais. Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Nous produisons ce podcast sur notre temps et notre argent personnel et nous souhaiterions qu'il reste sans pub. Vous pouvez nous soutenir pour le prix d'un café sur Patreon. Vous trouverez le lien dans la description. Merci beaucoup à celles et ceux qui le font déjà. Eh bien, je vous propose qu'on passe maintenant à la discussion et qu'on parle un petit peu déjà pour commencer, d'où viennent les clichés en général. S'ils ont une fonction, un rôle, à quoi ils peuvent servir. Déjà, j'imagine qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Peut-être. À débattre, mais du coup, je pense que ça sort pas de nulle part. Et du coup, si on pense que les Français... Bon, effectivement, râleur, c'est peut-être effectivement vrai. Mais pas sympa, ça veut dire qu'il y a eu des étrangers ont vu des Français pas sympas et du coup, ils se sont dit que tous les Français étaient pas sympas. Ils en rencontraient suffisamment pour qu'à un moment donné, ils se disent que c'était plus généralisé, je sais pas. Après, ça peut être des choses historiques qui ont pu évoluer, mais que du coup, on est resté sur... comme ce qu'on a présenté en quiz tout à l'heure aussi... Effectivement. En vrai, c'est généralement une simplification, quoi. On a quelques éléments de la réalité, mais on simplifie. C'est une manière pour nous, pour notre cerveau, de simplifier les choses. Quand on reçoit plein d'informations sur un truc, on peut pas avoir une image complètement parfaite d'un groupe de personnes, ou d'une situation, Et donc notre cerveau, il va classifier, il va simplifier, il va faire un stéréotype, paf, et ça lui permet de réagir, de faire des prédictions plus rapidement sans avoir besoin de se prendre la tête. Donc voilà, c'est un rôle, mais effectivement, c'est une image simplifiée, de la réalité. Mais je pense que parfois, ça peut même être une image quasiment fausse, parce que j'ai lu des choses assez intéressantes sur l'histoire des clichés à travers un article qui parlait spécifiquement de l'histoire des clichés sur la Bretagne et les Bretons. Et c'est super intéressant parce que déjà, ils expliquaient qu'il n'y avait aucun cliché, aucune image dans les écrits de Parisiens, par exemple, jusqu'à la Révolution française. Et en fait, c'est le besoin de comprendre un peuple qui en partie se positionne comme ennemi, qui amène à des clichés. Parce qu'en fait, pendant la Révolution française, il y a certains paysans bretons, plutôt des paysans que des citadins, qui se sont opposés à la Révolution. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a envoyé des ethnographes, c'est-à-dire des personnes qui étudient les peuples, pour essayer de comprendre un peu ce qu'étaient les Bretons. Et ils ont réduit les Bretons déjà à la figure du paysan. Et il y avait vraiment l'idée d'expliquer pourquoi ils ne veulent pas être citoyens, pourquoi ils ne veulent pas participer à notre belle révolution. Et donc, ils en ont fait des paysans arriérés.
Et alors justement, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que le cliché va évoluer de quelque chose d'assez négatif à quelque chose de plus positif en fonction des événements politiques. Donc dans un premier temps, voilà, c'est les ruraux, les paysans qui ne comprennent rien à la civilisation, qui connaissent rien. Et donc ça, c'est en gros la première moitié du 19e siècle. Et en fait, en France, en 1848, il y a une révolution qui se passe plutôt en ville. Et donc là, on va commencer à avoir peur plutôt des ouvriers, puisque c'est eux qui portent la violence, c'est dans les villes qu'il y a des manifestations violentes. Et donc on va commencer au contraire, en tout cas chez les conservateurs, à avoir plutôt une bonne image du paysan qui se tient bien calme dans sa campagne. Et donc à partir de là, le cliché du breton devient d'ailleurs plutôt le cliché de la bretonne, la bonne bretonne plutôt religieuse, qui est sage, qui a sa coiffe de bretonne et qui est ancrée dans une certaine tradition et donc qui ne fait plus peur. Voilà. Du coup, par opposition, limite, on va former un stéréotype sur son propre groupe pour s'opposer, quoi. Potentiellement. Oui. Il n'y a pas d'exemple qui me vient, mais... Non, bah si nous, on aime bien dire qu'en France, on mange bien, c'est peut-être pour dire qu'ailleurs, on mange mal. Oui, exactement. Et puis, on parle des clichés sur les Français, mais je serais curieuse de savoir, est-ce que les Chinois pensent la même chose de nous, que les Italiens pensent de nous, que les Américains, enfin... Bah non, je pense pas. Ouais, c'est une bonne question. Peut-être les pays amis, ils ont des meilleurs clichés sur nous, et les pays ennemis, ils ont des clichés plus négatifs. Oui, quand on a potentiellement un ennemi, du coup, effectivement, on a besoin de ne pas l'aimer. Oui, je pense notamment aux guerres. Oui, tout à fait. mais dans les motivations qui conduisent à créer des clichés ou à les renforcer, il n'y a pas que la géopolitique, même si c'est un aspect important, il y a l'économie aussi. Parce que j'ai vu que les publicitaires, ceux qui créent les campagnes de publicité, ils utilisent beaucoup les clichés aussi. Bien sûr. Simplement parce que comme ça, on reconnaît tout de suite. Si Mais tu oui. mets justement un petit dessin d'une bretonne sur des biscuits, tu sais que c'est des biscuits bretons. Oui, c'est ça. Ouais. Ou français. Oui, ou français. Si tu mets un béret sur un petit dessin sur un bonhomme sur du vin, tu sais que c'est français, c'est un vin français, ouais. Donc ça se vend mieux grâce au cliché. Mais c'est ça, c'est que ça peut pas vraiment devenir un cliché si l'image n'est pas utilisée de manière récurrente, quoi. Et ça fait partie du truc aussi, parce que dans ce cas-là, tout le monde sait à quoi on fait référence. Ça devient même limite inconscient, surtout si on est confronté à ces clichés très tôt. Ouais. En tant qu'enfant, etc., on peut déjà intégrer des choses comme ça sans même s'en rendre compte. Complètement. Et après, ça marche aussi dans la littérature. Les auteurs peuvent jouer avec ces clichés. Par exemple, dire tout simplement une jeune femme française, tout de suite, pouf, dans l'esprit de quelqu'un qui a des clichés sur les jeunes femmes françaises, il va la voir peut-être avec son béret, sa baguette, ou peut-être lui attribuer certaines caractéristiques. Et ensuite, l'auteur peut décider de jouer avec ça et de justement montrer qu'en fait, elle n'est pas comme dans le cliché, ou au contraire, si c'est un personnage secondaire, ça permet de ne pas avoir à trop décrire. Ou pas que dans la littérature, mais par exemple, dans une série télévisée, si on fait passer un personnage en arrière-plan avec un béret, là, on va se dire, tiens, il y a un Français. Ça se passe à Paris. Je sais pas. Non, tu crois pas? Ah bah oui, carrément. Ah bah dans le cinéma, énormément. Il suffit de mettre une tour Eiffel et on sait où on voilà. est. Ça me fait directement penser à Emily in Paris. Forcément. Qui, justement, entretient le fantasme de Paris et les clichés sur les Français qui sont à Paris. Et puis, ça crée du drama. Parce que du coup, il y a une Américaine qui vient avec sa culture. Et en fait, si on caricature pas, il n'y a pas assez de drama, il n'y a pas assez de saison, et du coup, il n'y a pas assez d'argent. Enfin... Oui, c'est vrai que ça rejoint le côté publicitaire, quoi. Si tu regardes Emily in Paris, c'est qu'il n'y a pas certains clichés, tu vas être déçu potentiellement. Oui, complètement. Parce que tu vois que c'est quelque chose qui se passe à Paris, tu as envie de voir une baguette de temps en temps. Ouais. Je sais pas si on voit des baguettes, j'ai jamais regardé. Du coup, j'ai pas vu beaucoup d'épisodes, mais je pense que si. Mais c'est surtout que tu crois que tous les logements donnent sur la Tour Eiffel. Ah oui. Et qu'une chambre de bonne, ça fait 30 mètres carrés, quoi. Non. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais en fait, c'est le pari du touriste. Oui. Oui, c'est ça. Et puis, sur les clichés qui sont véhiculés par les salariés français, c'est justement cette image très traditionnelle, très je me la coule douce sur certaines choses. Enfin, et c'est pas la réalité. À mon avis, il y a peu de Parisiens qui se la coulent douce. Enfin... Non, clairement pas. Mais du coup, pour expliquer ces clichés sur les Français fainéants, qui travaillent pas trop, peut-être que ça viendrait du fait qu'on a une organisation du temps qui peut être différente que dans d'autres pays. Par exemple, potentiellement plus de semaines de vacances,
mais des semaines pas forcément plus courtes. Et aussi, peut-être des clichés qui viennent de certaines lois qui s'appliquent pas à tout le monde. Par exemple, la loi des 35 heures en France, 35 heures de travail par semaine, en réalité, ne s'applique pas à tout le monde parce qu'il y a un statut plutôt de haut niveau, on va dire, dans les entreprises, qui est le statut de cadre, où là, on a un nombre de journées de travail à faire. Donc, on n'est pas aux 35 heures. Et du coup, en fait, ça correspond pas trop à la réalité parce que en France, on est à 35,8 heures par semaine en réalité, les semaines où on travaille. Et la moyenne européenne, c'est 36 heures. Donc voilà, on est à 0,2 heures en dessous. C'est pas un écart très impressionnant. Mais il y a aussi les heures sup. Oui. Les heures supplémentaires, elles sont pas toujours payées ou déclarées. Enfin, il y a peut-être ça aussi qui peut rentrer facilement en compte. Ah oui. Et aussi, j'ai déjà été dans une entreprise où en fait, il y a la possibilité de faire travailler les salariés jusqu'à 48 heures par semaine. Ouais. Même si on est sur un contrat 35 heures. Oui. Et du coup, je sais pas si on est feignant. Mais je pense que c'est peut-être aussi une question de valeur ou de mode de vie. Hein. Oui. Aux États-Unis, il y a cette logique, si t'es pas tout le temps en train de faire un truc, de travailler, d'avoir... le sens de la vie, il est là, dans le travail, alors que nous, pas du tout. Oui. Ou beaucoup moins. Moins. Dans la culture française, il y a plus ce mode, on va profiter de notre temps libre, on va faire justement, rien que l'exemple de la pause déjeuner, dans beaucoup d'entreprises ou de lieux de travail, on va prendre une pause déjeuner qui va durer entre une demi-heure à 1h30, et on va sortir, on va aller au resto, on va manger à l'extérieur, on va pas manger devant son ordinateur. Alors ça, ce serait un truc impensable dans d'autres pays où tu vas prendre un sandwich et tu travailles sur ton ordinateur. Normalement, en plus, c'est illégal normalement de manger devant son ordinateur. En France, ouais. Ouais. Voilà. Donc, quand on a ces autres points de vue-là, forcément, on regarde ce qui se passe en France, vu de l'extérieur, avec une autre habitude culturelle. On se dit, mais ils foutent quoi ces gens? Oui, parce que du coup, on va pas communiquer sur les mêmes choses. Nous, on va communiquer sur ce qu'on a fait en vacances. Le week-end, c'est la question courante quand tu arrives le lundi, t'as fait quoi de ton week-end? Ouais, t'as fait quoi ce week-end? Alors que peut-être quelqu'un qui est dans une culture où on valorise plus le travail va plus parler de ses projets au travail, de la promotion qu'il ou elle a eue. Peut-être. Peut-être, hein. Donc on parle pas des mêmes choses, ça veut pas dire qu'en vrai on n'a pas passé le même nombre d'heures à faire ces choses. Ouais. Mais je trouve qu'il y a... j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'injonctions à la productivité, à la performance, même en France. Alors c'est peut-être parce que j'ai l'impression d'être entourée virtuellement, je pense à LinkedIn, de personnes qui ont leur métier, d'autres projets à côté, et du coup, le professionnel prend beaucoup de place. Je m'inclus dedans, du coup. Ouais, j'ai l'impression que... je sais pas, que c'est moins clair qu'avant, peut-être. Ça dépend vraiment pour qui. Oui. Et dans quelle catégorie socio-professionnelle on évolue. Oui, complètement. Un ouvrier... Oui. Il va être content d'avoir... il attend ses vacances, entre guillemets, potentiellement. Il va peut-être pas trouver le plus grand plaisir dans son travail et le plus grand épanouissement. Alors que des gens plus comme nous, entre guillemets, qui trouvons un plaisir dans notre travail, ça va moins nous déranger de travailler plus longtemps. Mais ça dépend vraiment de quoi on parle. Effectivement, c'est là où, justement, on sort du stéréotype. Il y a le stéréotype que les Français sont fainéants. Et non, ça dépend qui, ça dépend dans quel contexte, blablabla, et tout ça. Voilà, exactement. Et pareil pour les autres pays, parce qu'on dit, les Américains travaillent beaucoup, ça dépend des personnes. Exactement. Ok, très bien. Je propose qu'on parle un petit peu maintenant des conséquences que peuvent avoir les clichés. Ouais. Moi, je peux prendre avec un exemple dont je ne suis absolument pas fière, mais tous les clichés qui ont été véhiculés sur les Allemands suite aux 2 guerres mondiales, par exemple, ont fait que à la fac, j'ai beaucoup hésité à prendre l'allemand parce que je ne voulais pas être associée à ce pays. Ah ouais? C'est horrible. Ah ouais? Mais parce que en fait, en plus au collège et au lycée, le programme historique était beaucoup porté du coup sur les 2 guerres mondiales. Et du coup, on voit forcément l'Allemagne comme un pays ennemi, avec toutes les atrocités qui ont eu lieu, alors même que, il y a aussi les Français, hein. Mais du coup, je sais pas si c'est moi qui ai pas fait mon esprit critique, ou j'étais trop jeune, ou je ne sais pas. Mais du coup, je pensais que c'était un pays encore ennemi, en fait, dans ma tête. Et en Normandie, on est loin de l'Allemagne. Et en fait, je sais pas.
Mais du coup, je voulais pas. Et puis finalement, j'ai hésité avec le russe et je me suis dit, le russe, ça a l'air vraiment compliqué. Donc, du coup, j'ai choisi finalement l'allemand et j'ai adoré le prof et j'ai beaucoup aimé la langue que je trouve quand même compliquée d'ailleurs. Je ne parle toujours pas, mais ouais. Voilà, pardonnez-moi, les auditeurs allemands. Et après, tu as rencontré un franco-allemand formidable et tous tes clichés se sont effondrés. Exactement. Mais oui, mais en plus, maintenant, ça me viendrait même pas à l'idée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, c'est l'avantage du coup de l'âge. Aujourd'hui, ça me viendrait pas de discriminer une population, en fait. À cause d'un cliché, ouais. Mais en fait, je voyais pas ça comme un cliché, je voyais ça comme des faits, en fait. C'est ça le problème. Et d'ailleurs, ça me fait penser, Raph, effectivement, en te rencontrant, ça effectivement fait envoler les clichés. Mais en vrai, c'est parce que j'ai fait, ça me fait réfléchir, et quand j'ai fait mon Erasmus en Angleterre, j'étais en coloc avec une Allemande. Oui, il y avait sûrement quelqu'un avant moi, effectivement. non, mais ça m'a fait penser à ça. Et cette personne, on a été très proches pendant cet Erasmus, et ça a fait envoler mes clichés, parce que notamment, elle avait une voix très douce. Et on voit dans tous les films de l'époque en allemand où clairement la voix n'est pas douce. Et du coup, ça a permis de me rendre compte qu'il n'y avait pas que ça. Et après, ça a ouvert mes chakras, quoi. Et ça montre donc là encore que les stéréotypes, c'est une image un peu incomplète. Moi, j'ai vu un TED Talk qui est un petit peu vieux maintenant avec l'autrice Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une autrice d'origine nigériane, assez connue, qui a écrit notamment le livre Americana. Ouais, c'est super, je recommande. Et dans son TED Talk, elle parlait de l'idée de l'histoire unique. Je cite ce qu'elle dit à un moment donné, elle dit que la représentation unique crée des stéréotypes, et le problème avec le stéréotype n'est pas qu'il soit faux, mais qu'il soit incomplet. Il transforme une histoire en la seule histoire. Donc c'est ça, on a une image, et après on rencontre plein d'autres gens, plein d'autres individus, et on se rend compte que c'est une mosaïque et pas seulement une seule personne, quoi. Ou un seul type de gens. Oui, parce que les gens sont tellement tous différents que, quel que soit le cliché, on va bien trouver une personne pour coller à ce cliché. Mais par contre, on va vite en trouver d'autres aussi qui collent pas. Non, sinon, comme conséquence des clichés, il y a le fait qu'ils puissent être utilisés, alors on avait parlé dans la diplomatie en quelque sorte, mais aussi dans la politique, puisque j'ai vu qu'en fait, le cliché des Français qui travaillent pas beaucoup, on l'a aussi, nous, sur nous-mêmes en partie. C'est clair. Et ça a été utilisé récemment en politique par François Bayrou quand il était Premier ministre il n'y a pas très longtemps. Il a dit « Il faut réconcilier notre pays avec le travail ». Donc en jouant vraiment sur ce cliché, l'air de dire « Les Français ne font rien ». Et donc c'était pour faire passer une politique où on allait encourager les heures supplémentaires, par exemple. Donc on peut être pour ou contre, mais je trouve ça drôle qu'il ait pu se servir du cliché pour faire passer son idée, plutôt que de juste donner des arguments plus fondés économiquement, quoi. Le fait de vouloir enlever 2 jours fériés, ça vient aussi... Oui, c'était ça, certainement, oui. Parce que François Bayrou avait proposé de retirer 2 jours fériés. Alors, c'est vrai que les Français n'ont pas été contents. Oula, oui. Non. Hérisser les poils. C'est clair. Et en ce moment, il y a beaucoup de discussions sur les arrêts maladie. Ouais. Et ça vient aussi un petit peu entretenir ce cliché de les Français sont feignants. C'est justement peut-être parce qu'on travaille trop qu'on se met en arrêt maladie et qu'on est trop fatigué. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Donc, les clichés. Voilà, exactement. On peut arriver peut-être à la conclusion. Tout doucement vers une conclusion. C'est ça. En évoquant un petit peu chacun de quoi on rêve, n'est-ce pas? Puisque c'est comme ça qu'on termine généralement nos épisodes. Cécile, quel est ton rêve sur les clichés? Je rêve que, mais c'est un peu irréaliste, je rêve que tout le monde puisse... C'est pour ça que c'est un rêve. Oui, non, en général, je fais des rêves que je pense faisables. Non, je rêve que chacun puisse venir en France se faire sa propre idée et reste suffisamment longtemps pour avoir une vision un peu plus complète et sorte des sentiers battus pour justement avoir aussi toutes les Frances. Ça fait référence du coup à notre épisode Paris-Province. Mais ouais, je pense que créer un vie ma vie, un petit peu, est le meilleur moyen en fait d'enlever des clichés et des incompréhensions. Et après, oui, bien évidemment qu'on aura toujours des différences, et heureusement, et je pense qu'il faut qu'on les cultive, parce que c'est ça qui fait la richesse. Voilà, venez en train, pas en avion s'il vous plaît.
Bah oui, mais alors là, les Chinois ou les Américains, ils vont avoir du mal. Ils ont que 2 semaines de vacances, Cécile. Ils peuvent pas prendre le voilier. Ah oui. Le voyage leur mettrait 2 semaines, ça marcherait pas. Non, ils peuvent pas. Demander du télétravail. Et sinon, il y a des très bonnes vidéos YouTube qui montrent comment on peut faire la France vers la Chine, donc en train. Oui. Et donc peut-être que du coup, il y a l'inverse. Il doit y avoir le retour. Ou essayer de jouer sur le plan politique dans vos pays pour avoir plus de vacances pour venir nous voir et prendre le temps. Voilà. Ouais. Super. Et toi, Sybille? Moi, je suis d'accord avec Cécile. Et puis, je rêve aussi d'indulgence parce que si vous venez en France attiré par les beaux clichés sur le fait que vous allez vous réveiller le matin avec un croissant délicieux, ce qui sera certainement le cas. Ce sera le cas. Mais aussi avec une vue sur la Tour Eiffel et pas du tout de bruit ni de problèmes dans la journée, eh bien, peut-être que vous allez être un peu déçus. Donc voilà, je rêve d'indulgence pour les clichés positifs brisés et de bonnes surprises pour les clichés négatifs également brisés. En tout cas, tentez l'expérience. Venez en France et, comme dit Cécile, faites-vous votre propre idée. Et toi, Raphaël ? Eh bien oui, qu'on fasse preuve un peu d'esprit critique et qu'on ait toujours à l'esprit qu'un cliché est forcément une déformation de la réalité. Parce que même si on vient faire un Vie ma vie en France, on ne verra toujours qu'une partie déformée parce qu'on ne pourra pas vivre la vie de tous les Français individuellement. Donc, c'est sûr. Donc voilà, toujours avoir à l'esprit qu'un cliché est une déformation et garder du coup l'esprit ouvert pour mieux comprendre la réalité, accepter qu'on ne voit pas tout et qu'il y a sûrement toujours encore un angle différent à découvrir. Et puis à partir de là, une fois qu'on est courant qu'il y a un cliché, on peut s'amuser avec les clichés aussi, on peut en rire, on peut essayer de les prendre avec humour et ne pas en faire un sujet de crispation aussi. Très bien, on fait comme ça. Super. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que l'épisode vous a plu et vous aura donné envie d'aller à la rencontre des Français au-delà des clichés. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous trouverez sur Patreon la transcription et plein de contenus supplémentaires. À bientôt dans French Baratin. À bientôt. À bientôt.